Salut à tous, bienvenue dans Ciné-Série et compagnie qui vous fait traverser les écrans pour vivre d'autres vies. Et pour ce nouveau numéro, on fait la part belle au réalisateur et à la musique. Avec un homme aux 1000 tonalités, l'incroyable Michael Gregorio, capable de s'approprier avec la même aisance les voix de Johnny Hallyday, Stromae, Edith Piaf ou Joe Cooker. Aujourd'hui, c'est à travers ses préférences cinéma et séries qu'il se raconte. De la musique classique également dans vos oreilles. Grâce à Mozart in the Jungle, nous allons vous donner 5 raisons de succomber au charme de cette série portée par l'irrésistible Gaël Garcia Bernal. Et je vous le disais, des réalisateurs nous ont chavirés, transportés et on leur rend hommage. Le cinéaste et acteur belge Bully Lanners signe un road movie poétique. Les premiers, les derniers, c'est la leçon de mise en scène de la semaine. La révélation, c'est le Colombien César Acevedo, caméra d'or au dernier festival de Cannes. Et tout de suite, on commence avec un Britannique chaleureux, Danny Boyle. Peut-on garder sa créativité quand on est devenu une vraie institution ? Danny Boyle, réalisateur culte de Trainspotting, oscarisé pour Slumdog Millionnaire, grand organisateur de la cérémonie d'ouverture des derniers Jeux Olympiques de Londres, pourrait se reposer sur ses lauriers à l'aube de la soixantaine. Mais il n'a de cesse de se renouveler. C'est le cas une nouvelle fois avec Steve Jobs. 2 acteurs au sommet, Michael Fassbender et Kate Winslet, un scénario signé par le brillantissime Aaron Sorkin, pour un huis clos en perpétuel mouvement où Danny Boyle donne à voir l'homme complexe derrière le visionnaire. Rencontre avec un enthousiaste. Ladies and gentlemen, please welcome. Dear Danny Boyle, for me, your cinema has always been a very sensory experience. Oh, good. You know, and this script is mainly 185 Yes. pages of dialogues. So I was wondering what were the first images you had in mind after you read that story? Yeah, I remember exactly. I remember I was shocked at how moved I was because of the father and daughter. That father and daughter. I've made another film, a lovely film, a film I love called Millions, which is about mothers and sons, actually. That's really what that film's about. But this is about fathers and daughters, and I have 2 daughters. And I was like this, so emotional when I finished it, which shocked me, because I didn't expect to be in a script about this guy, or what I thought I knew about him. I didn't expect to be moved like that. Your Apple stock was worth $441 million, while your daughter and her mother are on welfare. She's not my daughter! You must be able to see that she looks like you. And secondly, how can you try and make a film about the sound of this man's mind? And his mind works so fast. The speed of thought that's used in it is one of the ways that Sorkin uses to try and portray brilliance. You see how this reminds you of a friendly face? It's warm and it's playful and inviting and it needs to say hello. If you keep alienating people for no reason, there's be no one left for it to say hello to. You give a lot of credit to Aaron Sorkin writing, but your mise en scène is really brilliant because as an audience, we also have a very nice feeling of simplicity and intimacy. Yes. How did you create that? Oh, good. Yeah. No, when you do a film like this, it really is the actor is king. The actor has to be king. Sometimes they're not the king in the film. The storytelling is the king. But in this, it's the actor is the king. And you have to kind of make the space for them to, as actors, to be able to express themselves in the greatest way possible. That's a kind of, it's almost like a parochial duty. It's almost like you're organising the whole congregation of the film crew, everything, to enable the actor to do that. But you also want to make sure that there's no barrier between this and the audience. And I think sometimes with very, very verbal work, it can feel like you're watching a stage play, which is a barrier. You're not an engineer. You're not a designer. You can't put a hammer to a nail. I built the circuit board. The graphical interface was stolen from Xerox PARC. Jeff Raskin was the leader of the NAC team before you threw him off his own project. Everything, someone else designed the box. So how come 10 times in a day, I read Steve Jobs as a genius? What do you do? I play the orchestra. Many directors often told me that they had the feeling they were always doing the same movie. But I don't have the feeling you're doing always the same thing. So is that an illusion? Yes, you try
to do different movies all the time, but they're often the same. Someone said to me once, your movies, you make the same movie every time. It's about a guy, usually, who faces impossible obstacles and overcomes them. And I go, oh, right, okay. And when you look back at the films, you think, oh, yeah, they are a bit like that. What would be your most personal film? The one that tells some little things about Danny Boyle? Millions. Millions. It's a kid's film. It's a kind of like family film. I got all my energy and all my drive and all my ambition from my father. But actually, the things that are more important, actually your actual core values, the way you behave to people, towards other people, I get from my mother. And it's interesting because in this film, it's an issue that is discussed about whether there are any moral responsibilities when you create products. And he says, basically, there isn't. Whereas Steve Wozniak says there is. When you are gifted, if you have a gift that allows you to force things forward, whatever energy is involved in doing that, you have a responsibility to behave in a decent way. It is possible to be gifted and decent. That's the moral thread, the golden thread that runs through the film. Fix it. What the? Fix it, Steve. Take it easy. Fix it, or I quit. How about that? I quit and you never see me again. How about that? Tell me what's wrong with you this morning. What's been wrong with me for 19 years? I've been a witness, and I tell you, I've been complicit. I love you, Steve. You know how much. I love that you don't care how much money a person makes. You care what they make. But what you make isn't supposed to be the best part of you. When you're a father, that's what's supposed to be the best part of you. And it's caused me 2 decades of agony, Steve, that it is for you. The worst. How do you keep your energy and your irreverence alive? I have this theory that your first film is always your best film because you do not know what you're doing, and you don't. And there's many, obviously you make other films that are more successful, that are more technically accomplished, but there's something about your first film that's always your best because and that is a true state of innocence when you wander into the garden of delights that storytelling is. You know, sex, violence, humour, love, friendship, betrayal, they're all there and you can use them all to tell your story. But once you've been in there, you know what works and what doesn't, you know? And it's one of the reasons that I try and use apparently very different surfaces to tell the story. Because I believe when you go to the cinema, it is an extraordinary place still. And you expect, it is our highest art form. It's actually something that's really sacred and special and should be difficult and impossible. You know, you can only attempt it and occasionally you get it, you connect really with a lot of people. You just lose yourself in the story. So that's what we were trying to do, I guess. Belle foi en le cinéma et en son public. D'ailleurs, les fans sont aux anges. 20 ans après le premier opus, Danny Boyle s'apprête à entamer le tournage de Trainspotting 2, un retour aux sources qu'il veut surprenant. Cher César Acevedo, je vous l'avoue, votre nom ne me disait pas grand-chose avant Cannes. À Sabine Azema non plus, le jour où elle et son jury vous ont offert ce prix qu'on ne reçoit qu'une fois dans sa vie, celui du premier film, la fameuse Caméra d'Or, prix que vous avez immédiatement dédié aux paysans de votre pays, la Colombie. Votre émotion était palpable ce jour-là, vous aviez l'air incrédule, intimidé et surtout très heureux. Merci à Sabine Azema car maintenant je l'ai bien en tête votre nom. Il m'évoque désormais le cinéma comme outil contre l'oubli. Yo les dije a ustedes que el pago era mañana. El pago es mañana. ¿Mañana en cuándo? Seguro mi madre que el pago es mañana. Nosotras no podemos parar. Necesitamos la plata. Amor se escribe con llanto en el diario amargo. Ce film, vous l'avez réalisé pour rattraper le temps, pour ne pas oublier la vie qui passe et ceux qui s'en vont. 10 ans après la mort de votre mère, vous avez donné corps à cette fiction comme un antidote au deuil qui vous a terrassé. Elle est à fleur de peau, comme vous. Hello, thank you so much for coming here tonight. It's really honored to share the film
with all of you. It's the only way that I find to recover the people who must love in my life, all my family. And now the film is yours. Thank you so much, and sorry for my English. ¿Usted de todos los días? No, de más o menos, don Alfonso. Es cuando las casas de por aquí cerca se queman. Pero entre, vea que va a volver una nada. Jódeme, yo la acompaño otro ratico. No, don Alfonso, no se preocupe. Es que a nosotros antes nos conviene esta quema. Que esas hojas de caña, eso corta como si fuera una navaja. Vea, no, más bien entre, vea cómo me vuelve la camisa. Vous avez fait un film simple qui met en scène une famille fictive pour vous aider à surmonter l'oubli. Chaque plan reflète votre sensibilité et en interview vous chuchotez presque. J'imagine la relation privilégiée que vous avez dû entretenir avec vos acteurs pour les inciter à former une famille justement et coller à vos émotions. Mais comment procéder dans un pays qui redécouvre à peine le cinéma et qui croque les blockbusters à pleines dents? Debido a la carga dramática de la película, yo en un principio quería trabajar con actores profesionales, pero esto no fue posible, pues hicimos un casting muy grande, pero el principal problema era que a mí no solo me interesaba como la interpretación, sino también que al ser una película de gente del campo, pues tenía que haber una verdad en esos cuerpos que realmente habían trabajado la tierra. Y pues decidimos cambiar todo el rumbo del casting, ir a buscar personas allá en la región. Al final solo hay dos actrices profesionales, una que sí tenía experiencia en cine, otra venía de otro tipo de lenguaje. Y lo que hicimos fue como una preparación de 5 semanas con Fátima Toledo, una preparadora de actores del Brasil muy importante. Y lo que intentamos hacer fue despertar esa memoria emocional que ellos llevaban, como que fueran conscientes de sus alegrías, de sus culpas, de sus dolores y sobre todo crear conexiones emocionales entre estos desconocidos, que se volvieran una familia. Y ella logra descubrirle a uno las emociones que a veces uno las tiene muy escondidas y que no las aflora. Quítese, 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 quítese. ¡Suélteme! ¡Déjeme! Son cosas que ella usa de las emociones vividas de nosotros, los humanos en la vida, en los naturales, ¿no? Los que nos pasan en la vida cotidiana. Era muy importante como poder sobre todo transmitir el sentimiento heroico que veo en la gente del campo, en estos trabajadores que intentan conquistar cada día su dignidad y su libertad a través de este trabajo. Es una película muy pictórica en muchos sentidos, así que por ejemplo en el caso de los campos de azúcar de los trabajadores, estudiamos muchas pinturas de Jean-François Millet en cuanto a pues, las espigadoras y ver cómo el entorno, la naturaleza influyen, como que pueden exteriorizar esas pasiones que ellos llevan dentro. Ces scènes tableaux sont magnifiques. Certains évoqueront Tarkovsky pour votre mise en scène. Une chose est sûre, l'esthétisme n'a pas effacé la force émotionnelle de votre film. Il fait du bien, panse des plaies et laisse des traces qu'on n'oublie pas. En lo más profundo de mi ser, me lo llevo a todos. Gracias por haberme permitido estar. Muchas gracias. Muchas gracias. L'extra interview ou comment sentir battre le cœur d'une personnalité à travers son amour du cinéma et des séries. Aujourd'hui, c'est un jeune prodige de l'imitation qui se prête à l'exercice, Michael Gregorio. Ce poids plume d'1,63 m se mue sur scène en une véritable rockstar. Un artiste pas comme les autres qui s'empare avec une facilité déconcertante des voix de Johnny Hallyday, Edith Piaf, Kurt Cobain ou Dépêche Mode. Car ce qui comble ce funambule vocal qui fête ses 10 ans de carrière avec un nouveau spectacle, c'est le mélange des genres.
de Michel Vauquer et Charles Dumont. Le remix de David Guetta. Tout ça m'est bien égal. Michael, on est ici au Ciné-Théâtre 13, qui est un lieu qui aime bien le mélange des genres et le mélange des arts. Donc je trouvais que c'était un lieu qui vous allait bien. Je trouve que vous n'aimez pas rentrer dans des cases. Alors vous êtes quoi finalement? Est-ce que vous êtes acteur, imitateur, chanteur, entertainer? Je sais pas, c'est comme vous voulez. J'ai pas envie de choisir en tout cas. Ce que j'aime, c'est faire des choses différentes. C'est vrai qu'il y a le spectacle d'imitation dans lequel on retrouve de la musique, des moments de comédie. C'est ça qui me plaît, le côté un peu protéiforme du spectacle. Mais alors pourquoi des voix chantées et pas des voix parlées? Parce que c'est venu assez naturellement. Je faisais du théâtre quand j'étais au collège puis après au lycée et j'ai découvert que je pouvais travailler ma voix, que je pouvais la modifier. Et à côté de ça, j'étais fan de rock, de Radiohead, de Nirvana. Et je chantais à la manière de mes idoles. Mes copains de classe écoutaient ça, m'ont poussé à travailler ça. Donc finalement, c'est le théâtre et la musique qui m'a amené à faire ça. J'ai bossé des voix parlées, mais je me suis rendu compte que je prenais pas vraiment beaucoup de plaisir. Et puis que finalement, c'était pas nécessaire pour monter un spectacle. Donc tant qu'à faire, autant s'en passer. Alors néanmoins, quelles sont les voix d'acteurs et d'actrices qui sont douces à vos oreilles, puisqu'on parle je suis très sensible, vos goûts de cinéma et de série? Aux voix et notamment aux comédiens de doublage aussi. Pour le spectacle, j'ai eu la chance de travailler, mon prochain spectacle, j'ai 10 ans, de travailler avec un comédien qui s'appelle Pierre Atté, qui a 85 ans, et qu'on connaît, mes oreilles connaissent en tout cas, comme étant la voix française de Christopher Lloyd, alias le Doc dans Retour vers le futur. Voilà, donc la rencontre était extrêmement émouvante. Vous voulez dire que ce truc-là est nucléaire? Précisément. Michael J. Fox. Oh, dur, c'est pas le pied. Christopher Lloyd. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds? Les pieds seraient le point sensible des hommes du futur. C'est peut-être dû à un accroissement de la pesanteur. Il y a des acteurs ou des actrices aussi qui ont nourri votre fantasme, peut-être comédien? C'est difficile de les citer comme ça, mais c'est vrai, le premier qui me vient, c'était pas dans l'enfance, c'est un peu plus tard, c'est Edward Norton. Un gros choc aussi à l'adolescence, un film qui s'appelle American History X. Et après, cet acteur, je l'ai vraiment suivi dans plein d'autres rôles. Chez les acteurs, il y a des gens extrêmement différents que j'apprécie. J'ai parfois quand l'acteur existe encore plus fort que son rôle. C'est le cas des grands gars comme Depardieu, où on voit malheureusement, ou heureusement, je sais pas, mais on voit dans tous les rôles. Et puis des acteurs qui disparaissent complètement. Et ça, je trouve ça toujours extrêmement bluffant, quoi. Votre nouveau spectacle s'intitule « J'ai 10 ans ». Alors c'est en l'occurrence 10 ans de scène, mais on pense évidemment à la chanson d'Alain Souchon. Et oui. vous aviez 10 ans en 1994. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a fait tomber dans le cinéma, petit? Ma première émotion de cinéma, je crois que c'était Le Livre de la Jungle. J'ai un vague souvenir. Disney l'avait ressorti au cinéma. Et j'ai aussi une émotion très forte avec Jurassic Park, d'avoir eu très peur. Ma première peur au cinéma, c'est Jurassic Park, et notamment cette scène avec ce pauvre type qui est sur ses toilettes et qui se fait dévorer par le T-Rex. Et ça m'avait vraiment travaillé encore après, quoi. Vous êtes quand même souvent sur les routes, notamment quand vous êtes comme ça en tournée, en spectacle. Comment vous consommez le cinéma ou les séries? En tournée? On peut être accro aux séries quand on a le rythme que vous avez? Moi, j'ai été accro à des séries, bien sûr. Lesquelles alors? The Shield. The Shield, sans doute l'une de mes séries préférées. Vic Mackey, complètement fan de cette espèce d'anti-héros comme ça. Enfin, ce mec est une ordure et en même temps, c'est le héros. On est complètement attaché à lui, on a envie qu'il se tire d'affaire. Pour moi, The Shield, c'est l'une des meilleures séries. Un des monuments dans votre carrière de série film. Ouais. Vous me parliez aussi de X-Files. Oui, vous savez que ça va revenir. Alors oui, évidemment, je suis au courant. I'm a true believer. Mais est-ce que vous aurez envie de le voir? Oh oui, je pense, mais est-ce que j'attends pas grand-chose? D'autant qu'il y a eu des hauts et des bas chez X-Files et ça n'a pas toujours très bien vieilli. Ça n'empêche que j'avais 12-13 ans et j'étais complètement fan et complètement accro à la série. Yeah. I'm here. Qu'est-ce que vous aimiez? Le côté surnaturel, bien sûr, ouais. Surnaturel, cette espèce de relation platonique entre Mulder et Scully. Après, la mythologie d'X-Files, j'y ai jamais rien compris. Il y a quelques années, je me suis fait l'intégrale des 9 saisons
sur une année. Je sais pas si Chris Carter, même lui, je sais même pas si lui a saisi, mais en tout cas, voilà, Hommage éternel. Hommage éternel. You are on dangerous ground here. I know what I'm doing. Il y a des réalisateurs qui vous scotchent, dont vous allez voir systématiquement tous les films. Ah, c'est des noms. Bah, Xavier Dolan. J'ai envie d'employer le mot, je l'emploie pas souvent, mais génie. Steve, c'est un violon. C'est mon petit gars, là, il a bien du charisme. Je trouve ça vraiment chouette d'avoir aujourd'hui des gens de notre génération qu'on peut vraiment prendre pour modèle, des gens qui nous élèvent, entre guillemets. Bon, au-delà du réalisateur, après, ce qui est fort dans Mommy, il arrive à s'adresser directement à nos tripes. Et ça, j'avais jamais vécu ça au cinéma. Amoureux du cinéma d'auteur autant que des œuvres grand public, Michael Gregorio s'apprête lui-même à signer son propre blockbuster. Il sera le premier imitateur à investir l'immense scène de Paris-Bercy pour un show éclectique et électrique. À suivre dans le screen parfait, un acteur et réalisateur belge dont la poésie nous réchauffe, Bouli Lanners. Avec les premiers et les derniers, il signe un road movie comme il les affectionne, matinée de western et de spiritualité, et qui a comme thématique la fin du monde. Mais une fin du monde pas si triste que cela. Bouli Lanners détaille ses choix de mise en scène juste après votre rendez-vous avec Madame et Cyril, qui va vous chuchoter à l'oreille 5 bonnes raisons de céder au charme de Mozart in the Jungle. Cette semaine, Madame et Série célèbre les 2 Golden Globes de Mozart in the Jungle dans les catégories meilleure comédie et meilleur acteur de comédie pour Gabriel Garcia Bernal. Thank you. On vous donne 5 bonnes raisons supplémentaires de regarder ce petit bijou qui nous plonge sans filet dans le monde bien moins sage qu'il n'y paraît de la musique classique. À l'origine de Mozart in the Jungle, il y a une belle brochette de producteurs. En première ligne, Roman Coppola, fils de Francis et frère de Sofia Coppola, et partenaire privilégié de Wes Anderson. Également proche de Wes Anderson et grande figure du cinéma indépendant américain et de la série, Jason Schwartzman s'offre une double casquette de producteur et d'acteur avec un caméo en journaliste égocentrique. Nothing resonates like rhinoceros foreskin. Le trio est complété par Paul Weiss, rodé à la comédie, parfois graveleuse, parfois douce. Leur série est basée sur les mémoires de l'oboïste Blair Tyndale, membre de l'Orchestre Philharmonique de New York. Qui dit orchestre dit chef d'orchestre, et celui de Mozart in the Jungle, Rodrigo de Souza, est unique. At 12 years old, he was the youngest person to ever win the Mahler Award for Young Conductors. At 23, he conducted at La Scala. At 25, he lifted the Oslo Symphony out of bankruptcy and placed them amongst the finest on the world stage. Déluré, décomplexé, poétique et complètement fou, c'était l'acteur mexicain Gabriel Garcia Bernal qu'il a été proposé de lui donner corps. Rodrigo de Souza succède à un autre chef d'orchestre, plus austère et moins charismatique, incarné par une légende inoubliable dans Orange Mécanique, Malcolm McDowell. Mais la grande révélation de Mozart in the Jungle est Lola Kirk, sœur prodige de Jemina Kirk, alias Jessa dans Girls. La jeune fille campe en finesse Hayley Routledge, une joueuse de hautbois maladroite et pleine de grâce qui va éclore sous nos yeux. Si vous pensiez que musique classique était synonyme d'ennui, vous aviez tort. Dynamisé, voire dynamité par son chef d'orchestre visionnaire,
le Philharmonique de New York va trouver une seconde jeunesse et nous donner goût aux envolées de violon et de clarinette. Au-delà de la musique, c'est tout un univers totalement méconnu que nous fait découvrir Mozart in the Jungle, et le titre du livre de Blair Tyndale, Sex, Drugs and Classical Music, ne se dément pas. Coucherie, prise de médicaments, beuverie et petite guerre de pouvoir rapprochent ce monde faussement glamour et sage de celui plus sauvage du rock'n'roll. I hate you guys. La musique classique reste l'école de l'excellence et en voyant ces musiciens passionnés et acharnés, on ne peut qu'être inspiré. La jeune Hayley qui répète la même mesure de hautbois 8 heures par jour et son amie Cynthia, violoncelliste qui joue malgré d'atroces douleurs au poignet, nous rappellent que la réussite et la passion exigent des efforts et des sacrifices. Okay, I'm not horny at all, and I really need to practice. Quant à Rodrigo de Souza, il nous prouve que toutes les extravagances sont tolérées quand elles sont accompagnées de talent. Yeah, haven't you got anything to say for yourself? In English, preferably. Emily Wu, the first violin, she played sharp 17 times in the first movement alone. And then the horns came a bar late, which completely threw off the clarinet, and we weren't able to perceive Tchaikovsky's desired dynamic shift from bars 27 to 34. And Bruno Cassel, the bass player, he's old. He can barely hold his bow. I don't know who you were torturing more, me or him. You prick. La douce mélodie de Mozart in the Jungle s'écoute le lundi soir sur City. What do you think? Perfect, right? Yes. Next. Le cinéma du Belge Bouli Lanners est spectaculairement émouvant. Ce quatrième long métrage intitulé Les Premiers, les Derniers est un manuel de survie en milieu hostile où il est question de voyage initiatique, de chasseurs de primes et d'un couple en cavale. Dans ce nouveau Far West, ces personnages solitaires sont aussi les conquérants d'un nouveau monde. Je suis plus jeune que toi et j'ai l'air plus vieux. Mais non, t'as pas l'air plus vieux. Ah si, j'ai l'air plus vieux. Moi, je pars pas à travers les bois à pied. Faire des kilomètres pour retrouver le gars qui a volé ce téléphone à la con. Vous êtes pas d'ici, vous? Non, c'est pour le boulot. À la télé, ils ont dit que c'est la fin du monde. C'est normal d'avoir peur, tout le monde a peur. Bouli Lanners, acteur, mais Bouli Lanners surtout cinéaste. Pour nous aujourd'hui, est-ce que cinéaste, d'ailleurs, pour vous, c'est un métier ou c'est une attitude par rapport au monde? C'est un métier qui permet d'avoir une réflexion et une affirmation sur le monde. Pour présenter ce nouveau film, si je vous propose western évangélique ou poème élégiaque, est-ce que je suis dans le juste? Oui, western évangélique, c'est bien. Ah oui, c'est pas mal. J'aime bien les westerns et le propos ici du film permettait d'user des codes du western sans que ce ne soit trop poussif. Ça collait bien. Donc je ne m'en suis pas privé parce que j'aime le western et que j'aurais très peu l'occasion de pouvoir en tourner aux États-Unis. Donc je l'ai fait. Je m'amuse à utiliser ces codes-là dans ce film-ci pour me faire plaisir. Quand on peint, moi je peignais, le cadre est souvent en scope dans la peinture. Parce que je faisais du paysage. On peint rarement des paysages verticaux. Donc j'aime bien avoir beaucoup de place pour le ciel et le scope me permet d'intégrer le ciel et le paysage dans l'histoire tout en gardant les personnages très proches. Vous êtes marié? Vous avez des enfants? Non. Qui s'inquiète pour vous alors? Des amis, j'imagine. Ouais, t'es chez moi ici, mec. Les mecs comme toi, ils feront jamais la loi ici, d'accord? Par quoi votre mise en scène est animée, Bouli Lanners? Par l'agencement d'un cadre, justement, par l'idée de capter une émotion, de révéler un mystère? D'abord, je pense que c'est dans la construction du cadre. Elle intervient très tôt, même dans le processus d'écriture, puisque l'écriture se fait en parallèle de la recherche des décors.
qui nourrissent l'écriture, et l'écriture appelle à la recherche de nouveaux décors. Donc les deux se font en parallèle, et dès le moment où les décors sont trouvés, il faut que je les dompte. C'est-à-dire que je me promène avec mon viseur de champ, avec cette visée scope, dans le décor, et donc je suis à la recherche des cadres élégants. Après, le propos et la mise en scène se font, et je dois capter l'émotion et la justesse de la scène, et surtout ce qu'elle doit raconter. Mais à partir déjà d'une base qui repose uniquement sur l'esthétique du cadre. Est-ce que vous pouvez nous décrire justement la composition de vos cadres et votre découpage? Cochise et Gilou suivent quelque chose qui est très rectiligne. Cette architecture-là, qui est une ancienne rampe de lancement d'un train à réaction, et qui traverse en ligne droite tout un paysage sur lequel évoluent deux personnages. Et ils évoluent sur cette ligne parce qu'ils échappent ainsi à toute logique géographique classique, les routes, les chemins et tout ça, ils échappent à la civilisation. Donc Cochise et Gilou sont à la recherche de personnages qui sont là-dessus, grâce à un émetteur. Donc ils savent que quelqu'un est là-dessus. Et ils suivent de manière rectiligne, et puis la route se coupe. Donc il fallait que je trouve une route qui, le long de ce module, fasse vraiment un T, un angle droit. Alors on a triché. Ici, tout ça, ça a été reconstruit en 3D, parce que je n'avais pas cette configuration, elle n'existait pas dans la réalité. Il fallait que les choses soient bien nettes. Et c'est pour ça que je cadre vraiment au-dessus, dans l'axe. Et puis après, je prends une vraie perpendiculaire, parce qu'ici, on est vraiment dans des plans à angle droit. Et c'est ça qui est très beau aussi en scope, c'est que le scope le permet, ça donne une élégance au cadre, qui permet aussi de bien inscrire le paysage. Et donc, du coup, on comprend la situation en deux plans. Bon, allez, fini pour aujourd'hui. Mais comme dans le western, le cinémascope fait que, et vous le prouvez avec ce plan, l'univers et le décor du western est un décor dont on ne s'échappe pas. C'est aussi pour ça que vous filmez en scope? Oui, le scope, le hors-champ est dur dans le scope. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Donc ça permet de donner une dimension bien plus grande au paysage. C'est-à-dire qu'on triche complètement le paysage. Et de rendre vos personnages donc prisonniers du décor. Prisonniers. Dans tous mes films, les personnages sont prisonniers des décors. Mais en même temps, c'est une belle prison. Ce n'est pas parce que c'est une prison que c'est spécialement négatif. Mais en tout cas, c'est la prison du film, oui, c'est la prison de l'histoire. Et ça les inscrit, et ça les oblige à déambuler dans ces décors-là. Mais alors, ce serait bien de dire que pour lui, que mourir tout seul, ça n'a pas dû être très agréable. Mais maintenant, c'est fini, il n'est plus tout seul. C'est quoi son nom? Samuel. Prolongeons votre analyse dans ce deuxième extrait. Pourquoi les valeurs de cadre sur votre personnage sont immuables alors qu'elles varient sur les deux autres? Mon personnage est déjà dans son histoire. On a déjà vu, à ce stade-là du film, ce que je ressentais. On a déjà vu le début de ma transformation. Tandis que l'importance de Max et de Michael Lonsdale dans cette scène-ci émerge. Donc je m'approche d'eux parce que j'ai besoin d'avoir leur complicité et leur sollicitude par rapport à mon personnage. Donc je me rapproche d'eux petit à petit. C'est la seule fois où on va vraiment voir Max de proche. Et c'est important parce que c'est le moment de l'oraison funèbre. Tandis que Gilou, on le connaît déjà. Ni t'écouter, ni t'aimer. Tout l'amour que tu aurais pu donner sur Terre, donne-le de là où tu es. Apprendre à lire ces images, c'est surtout regarder l'arrière-plan. Vous profitez du décor pour utiliser ce poteau télégraphique et en faire... C'est une séquence d'enterrement, c'est un film qui est empreint de spiritualité. Moi, je suis croyant et c'est un moment important dans le film, cet enterrement. Donc, j'utilise les décors pour amener des symboliques dans le film qui ne sont pas évidentes, qui ne sont pas mises en scène, qui sont juste à l'arrière. Mais de nouveau, c'est ce décor qui me permet de raconter l'histoire. Donc, les décors me permettent toujours de raconter l'histoire. Que ce soit l'âpreté d'un décor, que ce soit la dimension d'un décor, que ce soit les fuyantes dans un décor, ou que ce soit des éléments comme celui-ci qui puissent rappeler une symbolique quelconque. Dans cet extrait, vous vous mettez en scène. Quel est le critère qui permet au réalisateur que vous êtes d'apprécier le jeu de l'acteur? Je scinde les retours en deux. Au niveau de la mise en scène, c'est mon premier assistant et le chef opérateur avec qui on règle les problèmes de mise en scène et avec qui j'ai des retours sur la mise en scène. Pour ce qui est du jeu, c'est mon épouse qui est costumière, donc qui est sur le plateau.
qui fait mes retours sur le jeu, et l'ingé son. C'est-à-dire que souvent, c'est au son qu'on remarque si on est juste ou pas. Pourquoi filmez-vous? J'ai besoin de raconter ces histoires, j'ai besoin d'être le témoin de mon temps et j'ai besoin d'y mettre mon point de vue. J'ai besoin de raconter ces histoires, j'ai besoin de parler des gens qui sont les personnages qui sont présents dans mes films, c'est-à-dire des personnages fragiles. J'ai besoin de parler de ce glissement sociétal, j'ai besoin de parler de ces questions existentielles parce qu'elles m'obsèdent. Tout simplement. Ciné-série et compagnie, c'est tout pour aujourd'hui, mais on ne saurait vous quitter sans deux ultimes recommandations. Tout d'abord, un premier film belge, Préjudice, signé Antoine Kuipers, où comment un jeune homme inadapté cristallise toutes les tensions familiales. Une œuvre aussi chic qu'implacable, à mi-chemin entre Théorème et Festen, c'est vous dire si on aime. Et on aime plus que tout Charlotte Rampling, merveilleuse d'intensité et de retenue dans 45 ans, la chronique d'un couple qui se délite face aux fantômes du passé, un rôle pour lequel la comédienne est nommée aux Oscars. Chapeau bas. Toute l'équipe vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!